C'est l'une des histoires de découvertes scientifiques que je préfère. Il y a tout dedans. Il y a du génie, il y a du hasard, il y a de la science, il y a de la trahison, il y a de la provocation et révolution médicale. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter la passionnante découverte des injections intracaverneuses. Et cette vidéo, je ne vous le cache pas, c'est aussi une sorte d'hommage à notre professeur et ami, Monsieur Ronald Virag, qui est à l'origine de cette découverte que je vais vous raconter aujourd'hui. Et avant de vous raconter cette histoire, pour rappeler brièvement ce que c'est Charles.co, pour les personnes qui ne connaissent pas, Charles.co c'est une plateforme de téléconsultation qui facilite l'accès des personnes qui ont des problèmes sexuels à des médecins spécialisés en médecine sexuelle. En d'autres termes, si vous avez des problèmes d'érection, d'éjaculation précoce, d'éjaculation tardive, suspicion d'andropause, des problèmes de libido, etc., il suffit d'aller sur le site, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter, et une fois que le médecin a fait le point avec vous, il vous dira quel conseil il vous donne un diagnostic, s'il y a des examens à faire, il vous le prescrit, et s'il y a des traitements à prendre, il vous les prescrit aussi, et d'ailleurs, si vous souhaitez, vous pouvez même recevoir ces traitements pour pas devoir aller vous-même en pharmacie les chercher, ce qui est parfois un peu délicat pour certaines personnes. Maintenant que vous savez ce que c'est la plateforme Charles.co, laissez-moi vous raconter la passionnante histoire des découvertes des injections intracaverneuses qui ont été la toute première véritable révolution dans le traitement des troubles de l'érection. L'histoire commence à la fin des années 1970. À cette époque-là, on cherchait des traitements, des remèdes pour améliorer ce qu'on appelait à l'époque l'impuissance. Vous savez qu'aujourd'hui on parle de dysfonction érectile ou trouble érectile. Dans le cadre des recherches, quelques spécialistes ont trouvé l'idée de dire mais on va peut-être améliorer la circulation du sang dans le pénis. D'ailleurs, vous savez, avec toutes les vidéos que je vous fais, que c'est un des phénomènes importants dans l'érection, la bonne microcirculation sanguine dans les corps caverneux, c'est-à-dire dans le pénis. En tout cas, dans le cadre de comment on peut améliorer cette circulation de sang, l'arrivée de sang dans le pénis, et aussi comment on peut faire pour que le sang ne ressorte plus du pénis de façon importante, en gros faire de sorte qu'il y ait une bonne pression sanguine dans le pénis, il y avait l'idée de faire des chirurgies vasculaires, c'est-à-dire d'amener du sang dans le pénis, et même une idée d'aller brancher une artère sur la veine dorsale pour bien remplir le pénis avec le sang et provoquer une bonne congestion et donc une bonne érection. Et donc à la fin des années 70, il y avait quelques protocoles de chirurgie qui se mettaient en place, de chirurgie de vascularisation du pénis, augmenter l'apport sanguin dans le pénis. C'est comme ça que le docteur Ronald Virag s'intéressait à ces études-là, lui qui était chirurgien vasculaire, qui est chirurgien vasculaire, s'intéressait beaucoup aux troubles érectiles liés au manque de circulation sanguine dans le pénis, en tout cas au manque d'une bonne circulation sanguine dans le pénis. Il s'intéresse donc à ces méthodes-là et il pratique quelques protocoles pour améliorer l'arrivée de sang dans le pénis par des gestes donc de chirurgie pour revasculariser. Alors, soyons honnêtes, ce geste-là est de plus en plus abandonné. C'est quelque chose qui n'a pas donné les résultats escomptés. Sauf que arrive le début des années 80, 1981 de façon plus précise. Lors d'une opération, on doit brancher l'artère sur la veine, on doit brancher en tout cas la nouvelle arrivée de sang dans le pénis. Pour la brancher, il y a des gestes chirurgicaux à faire, et vous savez qu'une artère peut se spasmer, c'est-à-dire elle peut se fermer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais quand une artère n'est pas dans son fonctionnement normal, elle peut se vider et se fermer de façon importante. Mais il faut que le sang, quand même, puisse repasser. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On injecte un produit, et c'était quelque chose qui a été connu par le docteur Virag, on injecte un produit qui ouvre l'artère pour que le sang circule. Le professeur Virag fait les raccords nécessaires, alors je vous passe les détails chirurgicaux, je ne suis pas chirurgien non plus, mais je peux vous dire que c'est une histoire de micro-tuyauterie de très haut niveau. Le mot tuyauterie n'est pas négatif, c'est pour vous dire que c'est vraiment un travail de très haute précision. Il y a le raccord, l'opération est faite, il injecte la papavérine, c'était le produit utilisé à l'époque, pour que l'artère ne se ferme pas, s'ouvre, et ça y est, le sang il rentre dans le pénis. Et il regarde, ah bah tiens, le monsieur il est en érection. Bon ok, ça arrive, on savait que dès qu'on mettait une perfusion dans le pénis, on était en érection. Et il se dit, à juste titre, c'est probablement le temps que ça se remplisse, que la circulation se fasse correctement, ça remplit le pénis et il est en érection, c'est très bien. Pendant ce temps-là, le monsieur, il est anesthésié, il n'est pas au courant de ce qui se passe. On attend, et là on dit quand même, ça fait une demi-heure quand même qu'il est en érection. Il se passe quelque chose totalement inhabituel, c'était jamais arrivé. Bon, il faut quand même continuer le protocole de l'opération. On se dit, et le professeur Virag se dit, de toute façon,
Ce monsieur, il va aller en salle de réveil post-opératoire, ça va bien finir par passer, et c'est ce qui se passe, ça finit par passer. Mais 3 à 4 heures d'érection quand même, ça c'est inhabituel. Il est fatigué, il rentre chez lui, et il aurait pu faire comme beaucoup d'autres personnes se disent, bon, c'est l'aléa d'une opération, le plus important c'est que le monsieur aille bien, et que ça a fini, l'érection a fini par retomber, et que l'opération s'est bien passée d'un point de vue technique. Mais, et c'est là où le génie rencontre le hasard, et c'est là où il y a la découverte. Il rentre chez lui et il réfléchit, il dit, c'est quand même pas normal cette érection 3-4 heures comme ça. Et il repasse les choses dans sa tête et il se dit, qu'est-ce qu'il y avait de différent dans cette opération par rapport aux autres que j'avais faites avant, où il n'y avait pas eu cette érection prolongée. J'ai tout fait pareil, tout était pareil, la papavérine, tout ça. Et là, il se rend compte que, en fait, l'artère était déjà branchée quand il a injecté. En tout cas, il y avait un branchement différent. Ce qui veut dire que si on injectait la papavérine alors que le pénis, lui, était dans un état normal, ça pouvait provoquer une érection. Il va bien sûr revoir le monsieur, il s'assure que tout va très bien, qu'il n'y a pas de problème. Et que fait professeur Virag? Il réfléchit, ça le perturbe, et il se dit, c'est pas possible. Je pense que j'ai trouvé, mais c'est pas possible. Ça serait une révolution, j'ai trouvé. Impatient de prouver ce qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait une injection sur lui-même. Il prend cette papavérine et a quand même pris la prudence de faire une dose plus petite. Il s'est dit, j'ai pas envie de me taper 4 heures d'érection. Et il a raison, n'est-ce pas, monsieur Ronald Virag? Vous aviez raison depuis le début. Donc il fait une petite dose, injection lui-même dans son pénis et il constate une érection. C'est comme ça que le traitement par injection intracaverneuse est né, suite à un hasard de légère différence lors d'une opération. Cette différence a fait réfléchir le médecin qui, au lieu de laisser filer en disant bon c'est tout est entré dans l'ordre, il a dit non, il s'est passé quelque chose, qui suite à ça s'est dit c'est pas possible, je vais tester. Il a testé sur lui-même et c'est comme ça qu'on a vu naître les injections intracaverneuses. Alors évidemment après ça a été approfondi, travaillé, et c'est au tout début des années 80, 1982, qu'il y a la toute première publication qui montre que les injections de papavérine peuvent provoquer une érection. Je vous ai dit aussi au début qu'il y a des histoires de trahison. Vous savez que des chercheurs, surtout dans notre ère, pas comme il y a 2, 3, 4 siècles en avant, il y a pas mal d'échanges entre eux. Et M. Virag avait échangé avec quelques collègues, que je ne dirai pas le nom, parce qu'ils ont essayé de récupérer cette découverte. D'ailleurs, un de ses collègues a fait une sorte de trahison, on peut le dire, mais qui a été rattrapé heureusement après. Il a présenté dans un congrès cette fameuse découverte d'injection intracaverneuse. Et comment il l'a fait? Avec un peu de spectacle. Et là, on ne peut pas l'inventer, c'était lors d'un congrès d'urologie à Las Vegas. Cité de spectacle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa présentation. Là, j'imagine que vous vous dites, bon, c'est un médecin avec son costard, sa cravate ou nos papillons qui est en train de faire une présentation. Eh ben non, il monte en pantalon de survêtement et il dit à tout le monde, regardez ce qui se passe. Et là, tout le monde regarde, mais il est en érection, ce mec. Mais pourquoi il est en érection? Et là, il explique qu'il venait juste de se faire une injection de papavérine, et c'est comme ça qu'il a présenté les choses. Donc, comme vous voyez, cette histoire de découverte des injections intracaverneuses, il y a de la véritable science, il y a du génie là-dedans pour réfléchir, cogiter, etc. Et il y a derrière tout l'aspect de l'humain qui est pressé de tester sur lui-même, qui veut récupérer cette découverte pour dire c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai découvert ça, alors que c'est quelqu'un d'autre qui l'a découvert. Il y a tout ça dans cette histoire d'injection intracaverneuse. Alors de nos jours, je vous rassure, c'est pas trop comme ça qu'on fait les recherches. Et pourquoi pas garder l'esprit des médecins, cet esprit libre de génie de recherche qu'on peut avoir. De nos jours, ce n'est plus la papavérine d'ailleurs qu'on utilise, parce qu'elle peut provoquer des érections trop prolongées. C'est plutôt la prostaglandine E1, qu'on appelle aussi alprostadil, qui est le plus utilisé dans les injections intracaverneuses. Mais je peux vous dire qu'on a tout essayé. On a essayé aussi d'injecter du largactil, on a essayé d'injecter aussi de la phentolamine. Bref, on peut mélanger des produits, mais en tout cas, ceux qui sont commercialisés, c'est à base d'alprostadil, qui évite d'avoir une érection qui ne retombe plus après plusieurs heures. Et jusqu'à aujourd'hui, plus de 40 ans après sa découverte, les injections intracaverneuses sont encore considérées comme une référence dans les traitements des troubles érectiles sévères. C'est ce qu'on utilise encore quand les traitements par comprimé de l'érection soit ne sont pas suffisants, ne sont pas efficaces, soit contre-indiqués, soit mal supportés par les patients. Et pourquoi je n'arrête pas de vous dire qu'elle a révolutionné le monde de la science de la dysfonction érectile? Parce qu'avant ces injections intracaverneuses, on n'avait pas vraiment de traitement efficace.
On essayait des choses, il y avait des petits trucs qui fonctionnaient. Je vous ai dit, on essayait même d'opérer des gens en essayant de bidouiller des artères, des veines pour voir est-ce que ça peut les aider ou pas. Et ces injections intracaverneuses ont été la véritable première révolution dans le traitement de la dysfonction érectile. C'est grâce à notre ami et collègue, le docteur, professeur Ronald de Virac, que je remercie du fond du cœur. Et ensuite, c'est grâce à tous les spécialistes de la médecine sexuelle et aux patients qui ont permis d'améliorer le système. Parce qu'à la base, vous vous doutez bien que c'était des seringues, des aiguilles qu'on utilisait, et maintenant c'est un système qui est prêt à l'utilisation, comme ce qu'il y a dans l'EDEX, Caverject. Un peu comme dans l'insuline, il suffit juste de choisir notre dose parfois et d'injecter. Ça s'est amélioré jusqu'à ce point-là. Donc entre le moment de la découverte et l'utilisation actuelle, bien sûr qu'il y a eu des améliorations. Ça existe toujours, c'est toujours un traitement qui est indiqué dans certaines situations, et en France, c'est même remboursé dans certaines situations précises, comme par exemple troubles érectiles chez des patients avec des neuropathies diabétiques, patients qui ont des scléroses en plaques, paraplégiques, qui ont eu des séquelles de priapisme, etc., ou après un cancer de prostate. Donc c'est quelque chose qui est fondamentalement présent dans le principe de médecine sexuelle, même si on parle beaucoup des traitements par comprimés, ces injections-là ont été une révolution à la base et continuent à être une des bases fondamentales des stratégies de traitement des troubles de l'érection de nos jours. J'espère que cette vidéo et cette histoire vous a plu autant qu'elle me plaît. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des choses à apporter à ces histoires-là, n'hésitez pas à me les mettre dans le commentaire. Si vous avez envie que je vous raconte des histoires sur des découvertes de ce type-là, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je vous invite aussi à aller voir le profil Wikipédia de M. Ronald Virac, de voir toutes les publications qu'il a faites. Il a écrit plein de livres sur les troubles de l'érection. Allez voir tout ça sur Internet, je peux vous les mettre aussi dans la description. C'est un monde passionnant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres histoires et plein d'autres sujets de santé de toutes sortes.